nous avons vu sa carrière en Allemagne, puisque en 1933, M. Hitler prend le pouvoir, que Goebbels propose à Fritz Lang de devenir le Führer du cinéma allemand, et que le soir même, Fritz Lang prend ses clics et ses bagages et part d'Allemagne, vient en France, où il tournera un film, L'Hélium, d'après le dramaturge tchèque, et ensuite part aux États-Unis, appelé par Mankiewicz, le futur metteur en scène d'ailleurs, et qui n'est encore que scénariste et un peu producteur, comme vous avez pu le voir dans le film, enfin sur le générique. Et donc enfin, Fritz Lang peut aller aux États-Unis, ce qui évidemment à quoi il pense et ce qui est son but. Et aux États-Unis, immédiatement, étant Fritz Lang, il croit qu'il peut continuer à être le Fritz Lang germanique, c'est-à-dire le maître absolu sur le plateau et le maître du cinéma. Ça sera beaucoup plus difficile, et il va commencer à apprendre qu'est-ce que c'est qu'être un cinéaste à Hollywood, c'est-à-dire quelqu'un qui est là aux ordres des producteurs. Il n'empêche que sa réputation est quand même assez grande, et qu'on lui offre un film, un sujet qui finalement le passionne et l'intéresse au plus haut point. Et donc, il tourne ce film. Il aura quand même des difficultés avec les producteurs, en particulier sur la fin, mais comme toujours chez Fritz Lang, s'il est obligé de faire cette fin, il l'a fait à sa façon, de telle façon que ça devient une fin de Fritz Lang, et non pas une fin d'un producteur. Mais maintenant, donc le film a été très bien accueilli par la presse de l'époque, par la presse américaine, vraiment grande réputation du film. Le succès par rapport au public, enfin avec le public, a été moins important, moins grand, mais enfin bon. Et donc à ce moment-là, Fritz Lang peut commencer sa carrière aux États-Unis, et il restera aux États-Unis jusqu'en 1957, puisque nous verrons ce film, le film de cette époque-là, enfin son dernier film aux États-Unis, beaucoup plus tard. Donc voilà, si vous voulez, les circonstances de ce film. Maintenant, nous allons en parler en tant que tel. Et d'abord, la première question, parce que justement ça m'intéresse beaucoup, quels sont ceux qui voient le film pour la première fois? Je pense beaucoup de gens, c'est ça, exactement. C'est un film qui est peu connu. Ceux qui l'avaient vu, justement, quand même, qu'on se rende compte. Ah oui, en effet. Bon, alors, normalement, je devrais en parler tout de suite, mais je préfère que vous en parliez, que vous posiez des questions, que vous donniez vos opinions, car c'est un film qui m'intéresse. Enfin, il m'intéresse beaucoup de voir comment vous recevez un film comme celui-ci aujourd'hui. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Car moi, plus je revois le film, plus je le trouve magnifique, mais il n'est pas. En définitive, il n'est pas si simple que ça. Alors, donc, je vous laisse peut-être intervenir pour que vous donniez vos opinions, ou enthousiastes, ou critiques, ou etc. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Bon. Attendez, alors, pardon, une seconde. Pardon? Non, non, Ceci, allez-y, au contraire. comment? Oui, je vous écoute. On peut plus être chrétien quand on a vu ce film. Comment? On peut plus être chrétien quand on a vu ce film. On peut être quoi? On peut plus être chrétien quand on a vu ce film. À être chrétien? Oui, parce que là, le message, pardonnez-leur, Père, pour ce qu'ils ont fait, il passe plus. Il n'y a que la vengeance. Oui, je crois que c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas, en tous les cas, la religion n'intervient pas tellement dans le film. C'est quand même un film extrêmement précis sur ce qui est le fondement même de Fritz Lang, c'est-à-dire l'innocence
et la culpabilité. Une fois de plus, et là, de façon tout admirablement démonstrative, on est innocent d'être coupable, donc on est coupable d'être innocent. Première partie, on est innocent. Deuxième partie, on est coupable d'être innocent. Et on devient coupable. Alors, quand vous avez déjà compris ça, là, vous voyez bien que vous n'êtes plus tout à fait dans la religion. Vous êtes dans un constat de ce qui est le rapport entre l'innocence et la culpabilité, sachant que nous sommes tous, quelles que soient nos origines et quelles que soient nos époques d'ailleurs, nous sommes tous affrontés et confrontés à l'innocence et à la culpabilité. De toute façon, si on prend vraiment, je répète, c'est cette chose qui est importante chez Lang, si vous prenez la notion de la vie vient parce que vous existez. Si vous existez, c'est que vous êtes né et que vous allez mourir. Vous avez un chemin net. Bon. Naissance, obligatoirement, vous êtes innocent à la naissance. Sinon, ce n'est pas la peine. Bon. Donc, vous êtes innocent, vous naissez. D'accord. Puis ensuite, vous avez votre existence. Et votre existence, vous y tenez, parce que c'est votre vie. Donc, étant innocent à votre naissance, vous commencez à tenir à votre existence, et en tenant à votre existence, vous avez pas de choix, mais deux contradictions, une contradiction. Si vous tenez à votre existence, évidemment, c'est qu'elle pourrait être menacée. Et même, d'une certaine façon, qu'elle l'est menacée par les autres, que votre existence dérange. Dès votre naissance, d'une certaine façon, vous commencez à déranger l'existence des autres. Donc, vous êtes coupable, dans votre innocence, de déranger l'existence des autres. L'existence des autres, eux, ou elles, pardon, comme vous voulez, va en effet trouver votre existence dangereuse pour eux, donc criminelle d'une certaine façon, puisque nous sommes tous porteurs de crimes, malgré tout, d'exister. Donc à ce moment-là, les autres veulent vous détruire. Et vous voulez détruire ceux qui veulent vous détruire. Et ça, vous êtes dans le système languien jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à votre mort. Votre mort, le problème est réglé, donc à ce moment-là, il n'y a plus de culpabilité. Donc, quand vous voyez un film de langue, vous avez constamment ce jeu entre culpabilité et innocence. Et ça va toujours très loin. Ici, on est une démonstration, dans le sens où, en effet, tous les films de langue sont des films de démonstration, donc c'est des films logiques. Et ici, vous avez un film entièrement logique. Entièrement logique, ce qui est évidemment, puisque c'est des démonstrations, passe par l'illogisme du récit. La narration est en aucun cas réaliste. La narration n'est en aucun cas vous donne une histoire qui vous est racontée comme si réellement elle s'était déroulée. Vous avez une histoire qui vous est racontée totalement et entièrement du point de vue du cinéma. Il n'y a pas un plan qui ne soit pas un produit de cinéma et non pas un produit de réalité. Tout plan est la conséquence d'une idée cinématographique. Bon, je peux vous donner le nombre de fois où on vous dit, tiens, par exemple, je sais pas, il y a au moment de on cherche à incriminer l'innocent, il y a un moment, oui, de toute façon, le procureur n'acceptera pas. Immédiatement, on voit le procureur. On passe immédiatement, etc. Alors, chaque fois, vous avez ce qui est dit est immédiatement, enfin, plus exactement, toujours dans le système logique de langue, toute cause produit un effet. Donc tout ce qui est dit
produit l'effet suivant, donc le plan suivant. Donc ce n'est pas une chose qui vous est racontée en continuité, c'est une chose qui est racontée en cinéma, par le cinéma et par les procédés du cinéma. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que Lang introduit le cinéma, c'est-à-dire la caméra d'un côté et ensuite l'écran de l'autre à l'intérieur du film. En effet, vous passez par ce jeu même de la construction cinématographique. Une caméra, c'est fait pour absorber le réel. L'écran, c'est fait pour que la projection de cette absorption soit projetée sur un écran. Donc vous avez le système entier du cinéma qui intègre le film et qui devient en plus la preuve. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous êtes chez Lang dans un système, dans une pensée qui réfléchit le cinéma en tant que tel, et le cinéma est une machine, et le cinéma, je vous le répète, je l'ai déjà dit, mais enfin, c'est une machine qui est précise et qui joue sur deux horizontales, l'une qui est la cabine de projection, laquelle vous retournez, vous la verrez, elle est totalement horizontale, et parallèle absolument avec l'écran, qui lui-même est horizontal. Et entre les deux, il y a le faisceau lumineux qui est une projection. Et donc, quelque chose qui est un mouvant et qui est la projection. Donc, chez Lang, regardez ce film, et tout plan produit une projection qui est le plan suivant. C'est pour ça que vous êtes cette construction. Vous ne pouvez plus, c'est pas quelque chose d'une narration qui joue le vraisemblable et la vérité, c'est une narration qui se fonde entièrement sur qu'est-ce que le cinéma, donc le jeu de la projection. Le jeu de la projection introduit aussi le mental, c'est-à-dire en d'autres termes, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ressent, et donc qu'est-ce qu'on projette. Et tout le film est travaillé sur ça, de plan en plan. Premier plan du film, travelling latéral d'une caméra qui regarde une vitrine. Et vous avez quoi dans la vitrine? Vous avez comment ça s'appelle, une vitrine où il y a une idée de mariage, une mariée, etc. Et juste après, la caméra continue et vous avez la chambre à coucher de mariage, évidemment 1936, où vous avez quand même une chambre à double lit, parce que quand même, on ne montre pas le lit entier, puisque c'est interdit à l'époque dans le cinéma de montrer, aux États-Unis, un lit pour deux. Donc vous avez les deux lits, etc. Et entre parenthèses, ça sera quand même remarqué dans le dialogue un tout petit peu plus tard. Mais aucune importance. Donc on a la projection du bonheur qui est promis à ce couple qui veut ce bonheur. Donc première projection. Et ensuite on va avoir une autre projection qui est le départ et donc une certaine séparation. Donc à ce moment-là, autre projection qui est d'un seul coup, ce bonheur va être contrarié par, et maintenant, une accusation, projection d'une culpabilité sur un personnage qui est innocent, et on va, de cette projection, on va passer à une autre projection, une autre projection, une autre projection, c'est de plus en plus qui va se développer dans cette espèce de furie qui est le lynchage, qui va se préparer et finalement arriver. Ce lynchage, lui aussi, se joue sur les projections, et sur les projections, je dirais même concrètement, puisque à la fin, on projette une grenade qui fait exploser la prison, et donc qui permet, alors maintenant d'un point de vue logique, qui permet aux condamnés qui auraient dû mourir de s'échapper parce qu'il y a eu justement la grenade qui a explosé. Voilà, tout est fait comme ça. C'est-à-dire une construction d'une précision et d'une densité qui fait que vous avez un film dans lequel vous êtes finalement à l'intérieur même du système de projection. Et c'est vous qui fabriquez le film. C'est pas pour rien qu'à la fin du film,
vous avez le personnage de Wilson, enfin du condamné, enfin je ne pas dire Tracy, qui arrive et qui fait la projection sur l'écran. C'est-à-dire, vous avez d'un seul coup le visage du principal accusé, qui était une espèce de gangster qui veut fuir, qui arrive sur nous, donc caméra, qui nous regarde, et immédiatement arrive de l'autre côté le personnage de Wilson, qui vient arrêter l'accusation et donc de nouveau nous obliger à être responsables de film. On nous rend en définitive dans tout ce Fritz Lang, et c'est magnifique, il nous oblige à être en effet innocents, forcément, nous sommes totalement innocents dans votre fauteuil, et totalement coupables sur l'écran. Voilà. Il nous dédouble. Et à vous de jouer ce jeu-là. Et c'était déjà vrai dans M. le Maudit, c'était vrai dans le Mabus que vous avez vu le mois dernier, et ça sera vrai dans tous les Fritz Lang que vous allez voir. Simplement, ça deviendra de plus en plus, je dirais, subtil et raffiné. Ça sera moins démonstratif que ce film. Ce film, moi, je le trouve absolument génial, dans le sens que c'est l'un des rares films qui ose à ce point être démonstratif et joue à fond le cinéma, la façon dont le cinéma fonctionne et travaille. Plan par plan. Tout plan, je répète, chez Lang, est la cause du plan suivant. Et il s'annonce comme tel, tout le temps. Il est annoncé par une phrase, par un mot. Et obligatoirement, on passe comme ça, cassure, puisque le cinéma est fait sur une succession d'images, donc forcément qui sont toutes séparées les unes par rapport aux autres. Donc obligatoirement, il faut jouer le jeu cause-effet, cause-effet, cause-effet. Et là, vous avez une leçon de cinéma magnifique qui fait que les films de Fritz Lang sont parmi les films qui sont indispensables quand on apprend le cinéma, parce que là, vous savez ce que... Enfin, en tout cas, vous avez un cinéaste qui a totalement réfléchi à qu'est-ce que le cinéma et qui fait des cinémas à partir de cette réflexion. Et en même temps, un cinéma qui est évidemment tout à fait passionnant, puisque en même temps, il traite de sujets qui sont fondamentaux dans nos sociétés, enfin pour nous-mêmes et dans nos sociétés, qui est celui de culpabilité et innocence, d'accord, donc responsabilité. Et la responsabilité ici, évidemment, est importante, puisque le film est celui de quelqu'un qui arrive d'Allemagne, donc chassé d'Allemagne de par la présence d'Hitler, et qui en même temps est arrivé aux États-Unis. Il a quand même le culot d'attaquer les États-Unis par son premier film sur un petit problème qui n'est pas des moindres et qui est quand même évoqué au moment du tribunal, c'est-à-dire le nombre de lynchages, le nombre de morts dans les lynchages, le nombre de condamnés, des gens qui ont fait les lynchages, c'est-à-dire il y a 6 000 personnes qui sont mortes de lynchage et 700 jugements sur ceux qui ont fait les lynchages. Donc, il s'attaque à ça. Par ailleurs, aussi, au départ, il a le culot de vouloir faire, en fait, que le personnage principal soit un noir. Sans évidemment lui refuser immédiatement. Il n'empêche que si vous avez deux figures de noirs dans le film, c'est pas pour rien. Et que le moment où le premier noir apparaît, c'est le moment où toute la foule commence à sortir du bar pour aller faire son lynchage. Et immédiatement, nous avons un noir qui sort pour se protéger, sachant ce que ça va être, c'est-à-dire qu'on va passer au lynchage. Donc le film, quand même, touche directement l'Amérique à ce moment-là. Et ce n'est pas pour rien que le film a eu un succès grand auprès de la critique et auprès du monde un peu intellectuel, et un succès relatif par rapport au public. Car le film, en fait, peut être reçu, justement, de par son discours et sur le lynchage, par un public américain
qui sent bien que le film n'est pas tout à fait sans être dérangeant par rapport à ce qui se passe dans la société. Donc, Lang, il ne va pas de main morte. Il débarque, il est un émigré en sursis, puisque après tout, il pourrait être très bien ne plus travailler aux États-Unis, et il attaque quand même en avant sur un sujet qui est quasiment tabou aux États-Unis. Ça, c'est aussi la force de quelqu'un comme Lang qui va au bout. Alors, bon, il y a beaucoup de choses. Par exemple, ne pas oublier que Lang, à la base, est autrichien. Donc, à un moment, lorsque vous avez le cabaret, enfin, l'espèce de brasserie, évidemment, vous avez une petite évocation de l'Autriche, quoi. Petite danse autrichienne qui traîne. Il y a des choses comme ça qui sont tout à fait intéressantes à relever. Mais vous avez donc, je répète, un film d'un auteur qui affirme qu'il est un auteur et qu'il est un auteur de cinéma. Donc vous avez une leçon de cinéma. Voilà pourquoi je considère que ce film est un très grand film à tout niveau, aussi bien sur le sujet profond qu'il traite, sur le sujet philosophique et même métaphysique, enfin peut-être pas métaphysique, mais enfin, quand même un peu, sur justement culpabilité et innocence, qui est donc, comme par contre-coup, la justice et le problème de la justice, car ça c'était le grand sujet obligatoirement de Lang, puisque s'il y a culpabilité et innocence, c'est forcément sur le thème de la justice, et le thème de la responsabilité par rapport à nos actes, et en même temps aussi toutes les dérives et tous les désirs secrets qui sont manifestés par nos projections mentales, qui ne sont pas que mentales, qui sont des projections psychiques fondamentalement et sensorielles. Et en particulier toute la montée, ce que je trouve admirable, la montée, même si elle est artificielle par ailleurs au point de vue construction, parce que, je répète, on est dans du cinéma et on n'est pas dans de la réalité, mais cette montée est une montée d'espèce d'ivresse et d'ivresse criminelle qui se fait dans la joie et qui se fait dans la violence. C'est quand même très fort de le montrer, de le manifester, que après tout un lynchage, ça se fait joyeusement et non pas criminellement. Et il vous oblige à ressentir ce que c'est qu'un lynchage. Avec, alors à ce moment-là, en effet, si vous voulez faire un jugement juridique, où est-on coupable, où est-on innocent dans ce genre de mouvement de foule? Bon, ça reste. En même temps aussi, je répète aussi, les mouvements de foule. On est en 1936. Lang sait très bien ce qui se passe en Allemagne. C'est pas. Et ce qui est en train de se passer en Allemagne, c'est quand même un entraînement politique sur des exaltations très, très violentes. Le film aussi renvoie surtout pour Fritz Lang, mais même pour nous, si on réfléchit bien à 1936, il est difficile de ne pas voir que le film est quand même très ancré en 1936. Même on évoque la grève, on évoque le chômage, etc. Tout ça l'époque est présente dans le film. Et elle est je dirais, prégnante sur l'action même qui est en train de se dérouler devant nos yeux. 36 est là. Et bon, voilà ce que j'avais déjà un peu à dire sur ce film. Là, je le dis de façon un peu multiple, mais parce que c'est un film justement qui est de ce point de vue-là très passionnant, et en même temps avec ces côtés, cette rigueur qui fait que, comme tout, je vous l'ai déjà dit, et vous l'avez encore remarqué, j'espère, dans le générique, une fois de plus, une musique un peu viennoise, je dirais, un peu comme ça, et puis en même temps toujours une marche. La marche, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, et ça sera comme ça. Et ça ira jusqu'au bout comme ça.
une fois de plus d'ailleurs, je le répéterai jamais, enfin je le répéterai tout le temps, un film de langue, une fois que vous avez le mot Hände en allemand, le mot fin en français, puisque je parle des trois langues dans lesquelles il a travaillé, et The Hand en anglais, vous ne pouvez plus faire, plus rien faire. Le film est réellement terminé. C'est à peu près le seul cinéaste, vous ne pouvez plus inventer qu'est-ce qui peut se passer après. Bon, ou alors dire, bon, ils vont se marier, mais derrière, vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Et puis on s'en fiche. Alors qu'il y a tellement d'autres cinéastes où on peut imaginer qu'est-ce qui va se passer, etc. Là, jamais. Chez Lang, une fois qu'on a été au bout, on a été au bout et c'est fini. Point final. Bon. Oui, alors attendez, je m'excuse, pardon. Justement, à propos de... Alors d'abord, je voudrais revenir sur la présence des Noirs dans le film. J'ai l'impression que la chanteuse, au début du film, elle est au moins métisse, si elle n'est pas noire. Non. Ah, peut-être, un tout petit peu, oui. Pas le métis, oui. Oui, non, mais ça, c'est une parenthèse. Oui, il y a la présence. Enfin, ce qui est important, c'est de voir les deux noirs. Oui, il y a la présence des Noirs dans le film. Et surtout le premier noir qui comprend immédiatement que c'est un lynchage. Oui. Et donc, il se protège. Oui. Bon, alors, les scènes de foule et de lynchage, c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est très fort parce qu'on a l'impression que nous-mêmes, spectateurs, on participe au lynchage, puisque c'est une caméra subjective, je crois on dit. Une caméra qui avance, une caméra qui matérialise la projection. Voilà, donc on avance avec et on a l'impression que nous, on va lyncher aussi. C'est donc c'est vraiment intéressant. Et alors à propos de la fin, justement, je me pose pas mal de questions, parce que oui, c'est Fritz Lang, évidemment, mais je pense que s'il avait fait en Allemagne, la fin aurait été complètement différente. En Allemagne, ils étaient condamnés, c'est pas compliqué. Voilà, c'est ça. Ils étaient condamnés. Et alors, justement, je sais bien que bon, quand il y a écrit fin, c'est fini, mais comment dire, il dit qu'il va expier. Alors, ça veut dire, ce que je comprends, c'est que du coup, même si bon, je pense qu'il est innocent, on en est sûr dès le début. C'est ça, il est innocent totalement au début, forcément. Mais comme il dit qu'il va expier, ça veut dire qu'il se sent coupable finalement. C'est pas qu'il se sent coupable, il doit être coupable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prend le parti de la vengeance, à partir de ce moment-là, il sait qu'il devient et il assume sa criminalité. D'accord. La destruction de l'autre. Toujours. C'était cette idée-là, constamment, chez Lang. Donc, ce qu'il veut nous dire, effectivement, c'est qu'on a une part de criminalité en nous. Ça, il le dit. Il l'a dit, affirmé. On est tous criminels. Donc on peut arriver à montrer notre côté monstrueux et criminel quand on se retrouve dans une situation très particulière. Et il a fait exactement l'inverse dans Emile Body. C'est-à-dire que le criminel absolu, c'est-à-dire celui qui a tué les petites filles réellement, à la fin d'un moment du procès, c'est lui, il en devient quasiment innocent. Oui, on a envie. Et il le dit lui-même, c'est une force en moi, c'est pas moi, je suis poussé par quelque chose qui est en moi et qui n'est pas moi. Donc il est malade, donc il est innocent. Voilà, il est malade, etc. C'est ce problème de... Je ne crois pas qu'il y ait un être humain qui, un jour ou l'autre, n'ait pas une idée de vengeance, ou une envie de vengeance. Je crains que ça n'existe pas. Oui, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ses propos. Oui. Et puis, c'est un très beau film, effectivement. Non, mais c'est un très beau film. C'est une révélation. Mais comme la plupart d'entre vous le voyez pour la première fois. Mais moi, je pense que beaucoup d'entre vous, surtout aujourd'hui, avec quand même maintenant le film à 60 ans, 70 ans bientôt. On doit avoir 70, vous êtes ça, oui. Et même 80, oui, on l'a. Le côté comme ça, démonstratif, est quand même apparent. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en aucun cas,
ils sont vrais. C'est que c'est construit trop dans la démonstration tout le temps. C'est vraiment chaque chose est produit volontairement par le plan précédent sur le plan suivant. Donc le public ne peut pas marcher ouvertement en disant c'est une histoire qui pourrait être vraie. On le sent bien que c'est pas vrai. On sent que c'est une démonstration de cinéma. Et en même temps, finalement, on l'accepte parce que c'est tellement fort qu'en fin de compte, on l'accepte. Mais le début du film, en plus, alors ça, c'est Fritz Lang. Le début du film est volontairement, enfin, pourrait être du cinéma mièvre américain. La petite jeune femme, c'est très mièvre au départ, apparemment. Alors, avec Lang, la vieille forêt, elle s'écrase totalement pour devenir une espèce de dureté, d'une violence et d'une intensité qui est extraordinaire. C'est cette espèce de démarche. Mais au début du film, il vous fait, si vous voulez, je m'amuse à dire, et ça on le verra pour d'autres films de lui, je m'amuse à dire de lui qu'il fait une démonstration de ce que doit être un cinéaste, c'est-à-dire il doit être faire quelque chose de tout à fait banal. Mais la banalité doit être de plus en plus forte et en même temps avoir une intensité et une vérité. Mais partir sur une banalité totale. Comment savoir filmer? Et donc, pour un cinéaste, c'est une démonstration de cinéma. Et c'est pas pour rien que beaucoup de cinéastes et de grands cinéastes ont été influencés par Fritz Lang. Si vous prenez par exemple la nouvelle vague française, Fritz Lang reste un dieu reste un dieu, pas que pour... c'est vrai pour des Chinois, c'est vrai pour des Russes, etc. C'est vraiment l'art du cinéma, quoi. Après, on peut très bien ne pas être d'accord avec cette façon de considérer de traiter cet art, mais en tout cas, tel qu'il le traite, il le traite sur ce qu'est, je dirais, d'un point de vue technologique, le cinéma. Des plans, et les plans partent puisqu'on est encore à l'époque, on sera toujours à l'époque chez Lang de la pellicule. Eh bien, une pellicule, je répète, c'est 24 images fixes par seconde. Et 24 images, chacune étant séparée par une barre de l'autre image. C'est-à-dire, en d'autres termes, une pellicule, c'est déjà le montage. Une image, une image, une image, une image. Bon, la machine fait que ça tourne et que ces images, en se succédant à 24 images par seconde, donne l'idée et l'illusion du mouvement. Mais il n'empêche que d'emblée, vous avez une image provoque l'image suivante, l'image suivante, l'image suivante. Forcément, sinon vous n'avez pas le mouvement, etc. Et donc, Lang prend la technique à la base. Et donc, cette technique, pellicule, déjà montage, et ensuite, projection, c'est-à-dire le projecteur et l'écran. Mais le projecteur, d'abord, a été caméra qui a pris. C'est-à-dire, donc, il y a l'absorption du réel et ensuite projection de ce réel sur l'écran. Voilà. C'est ce jeu-là qu'il joue à fond, une sorte de démonstration et en même temps de monstration. Je veux dire que démonstration dans le sens du cinéma et monstration du fait qu'à ce moment-là, il oblige le spectateur à devenir l'auteur, c'est-à-dire à devenir, c'est lui que le spectateur qui doit vouloir le film. Et donc, le spectateur doit projeter le film. Et évidemment, c'est quand même l'appareil qu'il projette. C'est donc un Fritz Lang qui est au-dessus projette. Mais il n'empêche que sur ce que nous faisons dans notre conscient et dans notre inconscient, c'est-à-dire le travail justement de la projection mentale, qui est quand même une partie intégrante de nos vies, et nous vivons aussi à partir des projections. Sans projection, on ne vit pas. On est obligé de projeter. Oui, pardon.
Bonsoir. Oui. Bon, je ne suis pas un connaisseur de l'œuvre de Fritz Lang, mais franchement, pour moi, je ne suis pas un très connaisseur de l'œuvre de Fritz Lang, mais il y a quand même quelque chose que je voudrais savoir, c'est par rapport sa capacité à filmer les foules. Vous avez évoqué justement M. Le Maudit tout à l'heure, c'est-à-dire que chez Fritz Lang, moi j'avais déjà eu cette impression dans M. Le Maudit, c'est-à-dire que il arrive à la fois à filmer la foule comme un bloc, souvent un bloc menaçant, mais en même temps chaque individu est individualisé, ça veut rien dire, chaque individu est quand même a une personnalité, c'est-à-dire bien sûr. voilà. Et ce qui me frappe, c'est vraiment le contraste justement entre cette approche qu'a Lang de la foule et celle qu'ont, à la même époque, dans les années 30, d'autres cinéastes américains. Je pense à des gens comme King Vidor ou Frank Capra qui filment la foule et qui ont cette même... eux aussi arrivent à individualiser la foule, mais qui ont une vision beaucoup moins sombre et beaucoup moins pessimiste que Lang vis-à-vis de... De toute façon, Lang, je le répète, c'est profondément... à partir du moment où l'obsession chez Lang du crime, ce que je vous raconte, le coupable innocent, à partir du moment que nous sommes tous au fond coupables. Nous avons tous des pulsions criminelles. Et ça, je vous répète, ce que disait Lang lui-même. Donc, à partir du moment où nous sommes faits de cela, il est évident que c'est beaucoup plus violent que les autres. Il est vrai que, comme c'est pour King Vidor, il est plus sensible au côté généreux de la foule. Lang, c'est en effet la foule, mettons, celle qu'on vient de voir là dans ce film, c'est une foule qui est faite d'individus qui, d'un seul coup, parce qu'ils sont en foule, peuvent se défouler dans le sens criminel. Et c'est bien une montée qu'il filme. C'est-à-dire qu'il faut que le plan, peu à peu, la succession des plans, fasse qu'on filme cette montée, mais que surtout le spectateur lui-même participe à cette montée. Et devient de plus en plus, en effet, c'est pas bien ce qu'ils font, mais en même temps, qu'est-ce que c'est agréable. C'est tout. Et c'est remarquable, quoi. Parce qu'il y a une vérité sur les folies collectives. Et je répète, quand il fait ça, donc en 1936, on va voir, je ne sais pas s'il le tournait avant ou après, mais quand on voit les Jeux olympiques de cette époque-là, on voit ce que c'est, ce qu'on peut faire d'une foule. Et Lang montre à quel point une folie, foule et folie liées en tant que telles. La foule permet à chacun de perdre la notion de sa responsabilité, donc de sa culpabilité et de son innocence, pour aller vers justement. Et à ce moment-là, on est pardonné. Et la deuxième partie du film est de ce point de vue-là remarquable, puisque d'un seul coup, la foule est obligée, d'un seul coup, de constater qu'elle est aussi, qu'elle est une série d'individus. Et qu'à ce moment-là, on revient à la responsabilité de ces individus dans la foule. C'est tout le procès. Et alors, je trouve admirable ce moment, évidemment, là encore, c'est ce moment où la projection cinématographique permet l'arrêt sur l'image. Et d'un seul coup, lorsque vous avez l'arrêt sur l'image, c'est la condamnation à mort du personnage qui est à ce moment-là arrêté sur l'image. Ce sont des idées fabuleuses, quoi. Savoir se servir du cinéma pour aller jusque-là, il faut être un très grand bonhomme. Hein. Et la preuve, c'est qu'il est le seul à l'avoir fait. Oui, allez-y. J'ai une deuxième question. Je ne vais pas monopoliser. Oui, allez-y. Mais justement, ce que vous évoquez,
savoir un peu je fais appel à votre connaissance du cinéma. Après, Je fais appel à votre connaissance du cinéma et des cinéastes. C'est la descendance de ce film, parce que moi, quand j'ai vu justement ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire essayer de montrer que l'image peut, en fonction peut mentir, ou alors on peut avoir un différent point de vue en fonction. Moi, j'ai pensé beaucoup aux films qui sont parus dans les années 60, 70. Je me demandais si, par exemple, Antonioni, quand il fait Blowout, les Antonioni, par exemple, quand il fait Blowout, ou alors... Antonioni, j'ai pas réfléchi par rapport à Lang. Je me demande s'il n'a pas non, vu... Mais de toute façon, faire division, Lang a été extrêmement important très vite. Donc les gens voyaient les films de Lang. Donc les cinéastes, alors quand vous parlez des cinéastes des années 60, tout le monde a vu, enfin tous ces cinéastes-là ont vu les films de Lang et les ont admirés. Enfin, je veux dire que ils ont... Bon, là, on peut dire que Lang a vraiment marqué la plupart des grands cinéastes. Les petits cinéastes aussi, mais malheureusement, ils n'ont pas su s'en servir. Alors, ça, c'est autre chose. Mais non, bien sûr, quand on dit en art, c'est un maître, Lang est un maître. Voilà. C'est précis, c'est clair, c'est net, et c'est évident. En même temps, après, on peut aussi refuser le système langien. Alors, après, oui, bien sûr. On peut refuser ce système absolument martial qui fait de la marque, qui fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quoi. On peut très bien... par exemple, si vous prenez un autre Allemand qui est Lubitsch, Lubitsch est le 3, donc c'est pas le 2. Mais Lang, c'est vraiment enfin, je répète, c'est la dramaturgie qui marche inexorablement. Une fois que le premier plan est lancé, obligatoirement vous aurez le second, le troisième, etc. Et chacun ne fait que faire avancer un peu plus la machine. Mais ça agace. C'est aussi des cinéastes qui sont très agacés par ça, qui à ce moment-là prennent une position de refus par rapport à ce système-là. Mais il est vrai que le système, comme vous avez vu aujourd'hui, le danger de ce système, c'est d'être trop dans le démonstratif. Aussi bien le démonstratif dans le discours que démonstratif dans la forme même du cinéma. Mais enfin bon, heureusement, Lang dépasse ce problème-là, mais c'est un danger pour d'autres cinéastes qui sont, eux, démonstratifs sans le génie de Lang. Ça, et à ce moment-là, ça devient quelquefois très barbare. Oui. Ça, c'est un problème. Merci. Oui, pardon. Je crois que monsieur... Oui, bonjour à tous. Concernant la foule, il me semble qu'il y a un mouvement de balancier entre la première partie, qui est une phase de formation, d'agrégation de la foule. Les individus de départ finissent par ne former qu'une masse. Et puis il y a la deuxième phase, qui est la période de désagrégation, c'est-à-dire que la foule redescend au niveau des individus. Et là, il y a la scène très intéressante, la scène du verdict. Non coupable, non coupable, coupable, non coupable. Au fond, le verdict achève l'éclatement de la foule et il ne reste plus que des individus. Voilà, finalement, on a individu, foule, foule, individu. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai perçu la dialectique du film. Merci. Mais justement, parce que la foule permet d'oublier la culpabilité et dans une espèce de vague à l'âme entre innocence et culpabilité. Et ensuite, le tribunal réoblige, en effet, à repenser l'individu face à sa responsabilité, à sa culpabilité. Donc cet individu étant jugé par d'autres, et en effet, il y a ceux qui sont nommés innocents, ceux qui sont nommés coupables. Bon. Là aussi, ça fait partie des choses fondamentales chez Lang. C'est le problème des responsabilités. Comment savoir qui est plus responsable que l'autre?
car dans un tribunal, dans la justice, la responsabilité est la base. Est-ce qu'il est responsable ou pas? Les grandes questions. Et ça, chez Lang, ce sont les grandes questions toujours. Vous l'avez dans M. le maudit. Dans les Mabuses, c'est différent parce que là, il est archi coupable, donc ça va. Mais dans ce film-là, en effet, alors, nous, au fond, nous connaissons quand même les coupables parce qu'on nous les a montrés un peu plus. Mais les jugements, on sait bien, sont toujours ambigus. C'est-à-dire, entre parenthèses, la justice, et en particulier les avocats, jouent beaucoup de ça. C'est quand même quelque chose qui est fondamental dans le jeu de la justice. Et chez Lang, c'est très important, justement. Mais Lang va toujours quand même essayer de travailler sur la responsabilité individuelle. À la fin, c'est toujours cette question-là qui est posée. C'était la question qui est posée dans M, c'est la question qui est posée là. Et dans les autres films, vous allez voir que c'est toujours la question qui est posée. La responsabilité individuelle. C'est-à-dire que la foule ou le social n'est pas une excuse, ne peut pas être une excuse. On est obligé constamment d'être affronté soi-même à le problème de sa culpabilité ou de son innocence. C'est pour ça que aussi, d'un point de vue thématique, Lang est important. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, enfin, je le répète à ce moment-là, j'étais faire comme ça des conférences à Bordeaux, je dirais pas l'université de la justice, enfin l'école de la magistrature. Voilà, merci. L'école de la magistrature, justement, et j'aurais pris Fritz Lang, j'aurais pris entre autres M. le maudit, etc. Parce que pour eux, c'était le cinéaste absolument idéal, quoi. Parce que c'est vraiment ces questions-là qui sont posées par son cinéma. Donc, autant en discuter. Et c'était très intéressant, d'ailleurs, d'avoir le point de vue des étudiants magistrats, quoi. Très, très intéressant. Bon, je ne sais pas si vous avez pas d'autres questions. Oui, pardon. Oui, madame, si vous voulez bien. On vous aura fait faire de la gymnastique. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que il oppose, comment dire, l'opinion publique qui veut faire justice rapidement et se substituer à la justice. Mais il y a tout ça, mais justement, c'est ça qui est fabuleux, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont par rapport à la justice, justement, et par rapport parce que la culpabilité, justement, alors là, collective. Et le problème de la responsabilité collective, c'est quand même extrêmement intéressant aussi. Et donc, il soulève aussi le thème de la rumeur, avec toutes ces femmes qui se passent le mot, la première qui apprend que, et puis... Oui, bien sûr. Bon, voilà. Et puis... Là, par exemple, toute cette partie-là, il y a encore un côté coquin de la part de Fritz Lang. Il en joue, et en particulier avec cette image qui lui a été reprochée par la suite, beaucoup plus tard, le cancagnement de toutes ces femmes qui est précisé par le côté des poules au poulailler, quoi, qui claquette. Et puis il y a aussi la place des journalistes. Comment ? La place des journalistes aussi. Ah, bien sûr. Du journaliste et des informations. Et de l'information. Donc c'est très d'actualité. Sur l'information, quand même, l'opérateur qui filme et qui d'un seul coup est content parce que ça va bien. Il va avoir une belle récompense pour ces images. C'est terrifiant. Et c'est quand même un peu ça, l'information.
Oui, donc oui, je rajoutais, c'est d'actualité tout de même. C'est des sujets Comment très... C'est d'actualité. Ce sont les actualités, oui. Aujourd'hui, on est un petit peu embarrassé justement avec ces rumeurs, avec tous ces médias qui font la pluie et le beau temps et qui arrivent même à modifier la manière de penser de l'opinion publique, quoi, et qui peuvent aussi diriger l'opinion publique vers quelque chose. Voilà. Et dans ce film, il va le traiter, tout ça. Comment ? Il va le traiter plus. Oui, mais déjà, on sentait dans M. le Maudit. Bien sûr. Aussi, et alors, ce qui est intéressant, par exemple, sur les actualités filmiques, c'est de montrer, donc, justement, cet opérateur archi content de ce qu'il va filmer. Donc, en fin de live, quelque chose qui va être, comme on dit, qui va être payant. Mais en même temps aussi, la responsabilité des informations d'actualité par rapport au public. Parce qu'en fin de compte, on forme l'imaginaire et les projections mentales des gens. Mais en même temps aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette actualité qui excite notre opérateur, en même temps, lorsque c'est projeté, non plus quand c'est ce qu'on absorbe, mais quand on projette, quand c'est projeté sur l'écran, à ce moment-là, cette information devient objective. Elle n'est plus subjective, elle devient objective, et cette objectivité est terrifiante, parce qu'elle est mortelle. Vous voyez, c'est tout, regardez. Et ça, c'est aussi l'art de Fritz Lang, donc l'art d'un grand cinéaste, de dire « regardez ce que vous voyez, apprenez à regarder ce que vous voyez ». Et ça, c'est capital. Ne vous contentez pas de voir. Apprenez à regarder ce que vous voyez. Voilà. Bon, écoutez, je crois que on va terminer sur ça, parce que on ne va pas continuer à philosopher. De toute façon, on a encore 6 séances. Merci beaucoup.